Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ce mercredi. Au deuxième jour du symposium africain de haut niveau sur le leadership dans les systèmes d'eau et d'assainissement, les discussions se concentrent sur les moyens de transformer les engagements en actions concrètes, gouvernance, financement, mobilisation des ressources africaines et rôle stratégique de l'eau sont au cœur des échanges. Une mobilisation qui doit aussi contribuer à préparer le continent africain à la prochaine grande échéance internationale, la conférence des Nations Unies sur l'eau prévue en décembre prochain à Abu Dhabi. Plus de détails avec Jean-Benoît Michel. Au-delà d'un simple service essentiel, l'eau est désormais présentée comme un enjeu transversal qui touche directement la santé, l'agriculture, l'énergie, l'économie et la résilience face au changement climatique. Pour le ministre adjoint émirati chargé de l'énergie et de la durabilité, Abdullah Ahmed Balala, l'Afrique doit porter une vision commune de la question de l'eau avant la conférence mondiale de décembre. It is also important to recognize the African Union. Il est aussi important de reconnaître l'Union africaine et le Conseil des ministres africains de leadership sur l'eau dans la réticulation d'une vision collective et continentale pour l'eau à l'avant de la conférence d'eau des Nations Unies de 2026. L'eau est désormais une priorité stratégique essentielle à la santé, à l'agriculture, à l'énergie, à l'économie et à la résilience climatique. Face aux pressions du changement climatique, de la croissance démographique et de l'urbanisation, ainsi qu'au déficit de financement, l'Afrique doit renforcer la gouvernance et mobiliser davantage des investissements. Cette symposie aide à construire l'environnement permettant d'améliorer la confiance, d'élargir le financement et d'accélérer l'implémentation. Strengthen confidence, unlock finance, and accelerate implementation. Cette urgence se mesure aussi à l'échelle mondiale. Selon les dernières données de l'OMS et de l'UNICEF, environ 2,1 milliards de personnes, soit une personne sur 4 dans le monde, n'ont toujours pas accès à des services d'eau potable gérés en toute sécurité. Par ailleurs, 3,4 milliards de personnes ne disposent pas encore d'un accès à des services d'assainissement gérés en toute sécurité. Face à cette situation, les participants au symposium insistent sur la nécessité de considérer l'eau comme un levier de développement et non comme une question limitée à un seul secteur hydraulique. Maurice Cuisea est directeur régional des programmes de WaterAid en Afrique de l'Est. L'importance de l'eau et assainissement dans le développement des nations. Souvent, on parle d'eau d'une façon séparée, ou assainissement d'une façon séparée, d'une façon thématique. Mais l'eau et assainissement est un facteur, c'est un engin de développement économique, c'est un engin de résilience des gens pour les effets des effets climatiques. C'est un engin de transformation agricole, c'est un engin de transformation économique. Il entre dans tous les secteurs, l'économie, l'éducation, la santé et l'agriculture, mais aussi la sécurité. L'eau, la gestion des eaux fait aussi part de la sécurité et de la résilience des communautés et des gens. Néanmoins, pour accélérer le progrès, les participants reconnaissent plusieurs obstacles. Le déficit de financement, la faiblesse de la couverture des services et les défis de gouvernance. Une meilleure gouvernance pourrait notamment permettre de renforcer la confiance des investisseurs et de mobiliser davantage de ressources pour ce secteur. Du côté de la jeunesse rwandaise, l'enjeu est désormais de faire en sorte que les conclusions du symposium dépassent le cadre de discussion. J'espère bien que ça va se concrétiser et pas seulement dans les discussions, mais que ça va avancer plus, même après la réunion ici, parce que c'est pas seulement pour s'asseoir et finir. Non, l'objectif de ce symposium, c'est pour préparer la réunion de UN Water, qui aura lieu en décembre cette année. Et donc ici, on s'assoit pour évaluer nous-mêmes qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va préparer pour la réunion et comment on va faire. Un appel à l'action également partagé par les participants venus du Mali. Il plaide pour des décisions susceptibles d'être traduites dans les politiques publiques, mais aussi pour une plus grande mobilisation des ressources nationales.
Seymour Ndiaye et Amadou Abdoulaye Haïdara nous partagent leur point de vue. Une rencontre de haut niveau qui va nous permettre franchement de sortir avec des grandes décisions et qui vont être également considérées par les différents gouvernements. On sait qu'il y a beaucoup de défis par rapport à la couverture, des défis liés aussi au financement. Mais lorsqu'on regarde aussi, il y a des défis liés à la gouvernance parce que cela a été dit au cours de l'ouverture. Il s'agit, lorsqu'on renforce aujourd'hui la gouvernance, ça permet d'avoir plus de ressources. Donc lorsque aujourd'hui on arrive aussi à mobiliser les ressources internes, parce que lors de l'ouverture, le Premier ministre rwandais, son Excellence, il a rappelé qu'il est important qu'on arrive à mobiliser les ressources internes, bien que les partenaires et autres aussi doivent apporter aussi leur appui. Donc aujourd'hui, l'avenir de l'eau, l'avenir de l'assainissement doit être financé par les Africains. Les conclusions du symposium de Kigali devraient ainsi alimenter la préparation de la conférence des Nations Unies sur l'eau, qui se tiendra du 8 au 10e décembre 2026 à Abu Dhabi, sous la coprésidence des Émirats arabes unis et du Sénégal. Cette conférence mondiale aura notamment pour objectif d'accélérer la mise en œuvre de l'objectif de développement durable du numéro 6, consacré à l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. Son agenda s'articulera autour de 6 grands axes: l'eau pour les populations, l'eau pour la prospérité, l'eau pour la planète, l'eau pour la coopération, l'eau dans les processus multilatéraux, ainsi que des investissements dans ce secteur. De Kigali à Abu Dhabi, l'enjeu sera donc de transformer des engagements africains en décisions réalisables, en financement et surtout en résultats concrets pour les populations. Et les participants au Forum africain des institutions responsables de l'exploitation d'Internet qui se tient actuellement au Rwanda estiment que pour rendre Internet plus abordable pour la population, il est nécessaire de renforcer l'infrastructure de distribution. Le récit de Patrick Nilidandi. À Kigali, des utilisateurs d'Internet témoignent que malgré l'augmentation du nombre d'utilisateurs, les prix restent élevés. Emmanuel Muhire, habitant de Kigali, affirme que l'accès à Internet reste un défi. Vu le prix d'Internet, tout le monde ne peut pas se le permettre. Il y a un tarif minimum. Certains peuvent se les payer, mais d'autres n'y ont pas accès. Le directeur général de l'Agence rwandaise des technologies de l'information et de la communication, Sebera Antoine, a révélé que l'infrastructure de distribution d'Internet mise en place par le Rwanda a permis d'atteindre une couverture de 75% sur l'ensemble du territoire et que les prix sont en baisse. Lors du Forum africain des institutions responsables de l'exploitation d'Internet, qui se tient au Rwanda, des experts du secteur, dont Nourani Nipuno, ont souligné que le coût d'Internet est la principale raison de son inaccessibilité pour de nombreux Africains. Kyle Spencer, l'un des responsables du Forum africain des institutions chargées de l'exploitation d'Internet, explique qu'avant 2009-2010, il n'existait aucune connexion Internet par sous-marin en Afrique de l'Est. Cette absence a entraîné une flambée des prix qui oscillaient entre 4 et 5 dollars américains par mégaoctet. Il souligne toutefois que des progrès ont été réalisés. En une quinzaine d'années, le prix des données a chuté de 5 dollars à moins d'1 dollar par mégaoctet. Bien que le prix reste élevé et prohibitif, il est important de prendre en charge le progrès accompli. Cependant, certains pays accusent un retard considérable et ne disposent pas d'infrastructures comparables à celles d'Afrique de l'Est, permettant à une interconnexion totale. Par exemple, le Rwanda peut accéder à la mer via l'Ouganda et la Tanzanie et peut-être à l'Atlantique via la RDC à l'avenir. D'autres pays, en revanche, n'ont pas cette possibilité. Plus de 500 représentants d'entreprises technologiques, de fournisseurs d'accès à Internet, d'organismes gouvernementaux, d'universités, des chercheurs, des partenaires et d'autres acteurs ont participé à la conférence. Le chiffre de l'Union internationale des télécommunications pour 2025 indique que seulement 23% de la population des pays pauvres, notamment en Afrique, ont accès à Internet.
Les zones humides et les aires protégées, notamment celles en cours d'aménagement dans la ville de Kigali, sont menacées par les activités humaines. Le déversement d'eau contaminée risque de les endommager avant même qu'elles ne puissent produire les résultats escomptés, détruisant ainsi l'écosystème qui s'y trouve. La ville de Kigali avertit toutefois que toute personne contrevenant à la réglementation visant à protéger ces zones sera sévèrement sanctionnée. Les détails avec Patrick Nilitanti. Les travaux de réhabilitation de 5 zones humides de la ville de Kigali sont presque terminés. Le gouvernement a investi d'importants moyens financiers et humains dans la réhabilitation de ces zones humides, notamment pour permettre le retour d'espèces qui les avaient désertées par le passé. Les zones humides de Gikondo, Nyabugogo, Kibumba, Wamara, Rugenge, Gwinare font partie de l'écoparc de Kigali, actuellement en cours d'aménagement en tant que destination touristique. Alors que les travaux de restauration du parc touchent à leur fin, il est gravement menacé par les activités humaines. À l'extérieur, les eaux usées et les déchets des habitations voisines sont toujours déversés dans le cours d'eau et les égouts qui se jettent directement dans les différentes parties du parc. À Nyabugogo, on trouve même des toilettes publiques où des gens se lavent les mains et d'autres lavent leur linge et les eaux sales s'écoulent dans la partie de la zone humide en cours de restauration. Ce problème touche également le parc de Nyandungu qui est confronté depuis un certain temps à des problèmes d'eau usée, notamment provenant des industries implantées dans le parc de Masoro. Selon les autorités du parc, il s'agit d'un problème grave. Juste avant la rédaction de ce reportage, l'Office rwandais pour la protection de l'environnement, REMA en sigle et en anglais, n'avait pas encore communiqué sur les mesures spécifiques qu'il pourrait mettre en place pour protéger ces zones. La ville de Kigali a toutefois indiqué mener une campagne de sensibilisation afin d'inciter ses habitants à déposer leurs déchets dans les conteneurs prévus à cet effet. La porte-parole de la ville de Kigali, Emma Claudine Nirenganya, a confirmé que les contrevenants seront sanctionnés conformément aux décisions du conseil municipal en matière de réglementation sanitaire. Le gouvernement rwandais investit plus de 80 milliards de francs rwandais dans un projet de réhabilitation des 5 zones humides de la ville de Kigali. Ces fonds ont permis de mettre fin à toutes les activités industrielles susceptibles de les endommager, de construire des infrastructures de loisirs, terrains de sport, pistes cyclables et piétonnes, de restaurer la biodiversité par la plantation d'arbres et des fleurs indigènes, de gérer les eaux des pluies provenant des collines surplombant la ville, afin de réduire les risques de catastrophes et d'inondations à Kigali, et de réaliser d'autres actions nécessitant des mesures spécifiques pour protéger ces eaux et atteindre les objectifs fixés. Clôturons cette grande édition au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.